va aller à l'essentiel. Je fais un petit un PowerPoint. Alors, on dit santé des immigrants, mais j'ai essayé de donner une formulation qui est caractériser les profils pathologiques, voyez, caractériser aussi les itinéraires thérapeutiques, caractériser aussi, si possible, les impacts, voyez, de la santé des immigrants, ou du moins des enjeux de la santé des immigrants sur les services de santé en milieu francophone. Voilà. Donc, alors j'ai fait un petit... Mon magicien n'était pas prêt. Voilà, donc j'ai fait un plan. L'introduction déjà pas prête. Je vais parler de sources d'inspiration. Voilà, parce que souvent on ne se met pas dans les recherches comme ça par hasard. Donc je dirai un mot sur ça. Et puis quel est le titre officiel de cette grande recherche qui s'étend quasiment sur plusieurs années, puisque ça va jusqu'en 2025. Et puis les sous-titres, j'appelle sous-titres un peu les sous-recherches qui commencent là depuis janvier, qui vont aller jusqu'en 2025 aussi. Et puis c'est mieux je suis seul là, mais je ne suis pas seul dans la recherche. Je vais donner un aperçu de l'équipe de la recherche. Et puis maintenant, dire un petit mot rapide sur moi. Qui parle, c'est moi. Et puis, quels sont les objectifs, les buts à travers cette recherche-là. Puis bon, sur quelle option de travail que nous avons dessiné tout ça. Je vais aussi indiquer ce que j'appelle un peu les sphères des facteurs, c'est-à-dire les groupes des facteurs, les groupes factoriels, sur toutes, disons, qui traversent la plupart des questions de santé des immigrants. Donc, c'est les sphères factorielles identifiées. Et puis, ce qu'on peut appeler maintenant des sortes d'indications, des lignes centrales, des résultats, en attendant un peu l'ensemble global, parce que l'étude continue encore. Et je vais faire une sorte de mise en tension, ce que j'appelle une mise en tension des dispositifs locaux, parce que ça fait quand même plusieurs années que je travaille sur les enjeux de santé des francophonies minoritaires. Donc, il y a 3 grandes dimensions sur lesquelles je travaille, ce que j'appelle le dévolu sanitaire, que j'expliquerai tantôt, ce qu'on appelle aussi le désiré, ce que j'appelle le désiré sanitaire, et puis le revendiqué, ce qui peut être revendiqué. Donc, c'est ça que j'appelle les dispositifs de base, c'est-à-dire en fait le curriculum des enjeux de santé en milieu minoritaire et comment l'addition des enjeux des immigrants viennent mettre une sorte de pression adaptative en termes de mutations peut-être des services, des mutations dans la formation, un peu dans l'organisation des services de santé. Donc, le dernier point, c'est pour voir est-ce qu'il y a vraiment contradiction ou bien il y a une convergence dans les enjeux, dans les intérêts de santé des francophones et des immigrants qui arrivent. Alors, on pourra se demander ensemble qu'est-ce qu'on peut conclure. Alors, l'étude est en cours de réalisation. Comme je le disais, on a 5 sites régionaux, l'Alberta, le Nunavut, la Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador. On a le Yukon. Ça, ce sont vraiment les 5 grandes régions. Et on a des directions régionales de santé dans ces coins-là. Voilà. Et vous savez comment ces directions régionales sont apparues depuis la crise de l'hôpital Montfort, la mise en place de la Société Santé en français, le CNFS, les conseils de santé et bien sûr cette direction régionale de santé. Alors c'est un financement qui est vraiment piloté, sponsorisé, animé par Réseau Santé, des citoyennetés immigration réfugiés. Voyez. Alors, comment on appelle ça? L'idée globale
ce que j'appelle l'idée globale, c'est de regarder vraiment la santé communautaire en contexte francophone minoritaire. Mais sur quel horizon? Ce que j'appelle serait un horizon de pluralisme social, vous voyez, de pluralisme culturel, de diversité. Parce qu'on le rencontre, moi je le rencontre beaucoup dans tous les congrès, partout où je vais. Le pluralisme, la diversité est le défi des sociétés d'aujourd'hui. Vous voyez, comment faire face aux différentiels et au melting pot que ça provoque. Donc la gestion du différentiel, vous voyez, c'est très important, c'est un défi pour toutes les sociétés aujourd'hui, que ce soit ici, en Occident ou même en Afrique. Donc c'est un peu dans cette option qu'on a essayé de dessiner cette recherche du point de vue de la santé communautaire. Et je parlerai un peu de ce que j'appelle mutualité inclusive et mutualité exclusive, puisque les immigrants, on partage l'espace géographique. Vous voyez, ils ne sont pas venus pour repartir demain. Donc, il y a une sorte de partage spatial et en quoi maintenant tout ça, à un moment donné, on peut se retrouver dans un différentiel, ce que j'appelle les enjeux des valeurs, des pratiques, des conduites, des cultures des gens, du pluralisme social et culturel. Alors, je parlais des sources d'inspiration. La recherche, la première source de recherche d'inspiration, parce que ça fait 14 ans que je suis à l'Université de l'Alberta, ici au campus, mais j'ai fait 4 ans à l'Université du Manitoba. Et c'est là-bas que j'ai commencé à m'initier aux enjeux de santé des francophonies. Moi, j'ai étudié, je suis resté 13 ans au Québec, je ne connaissais rien de ce qu'on appelait les francophonies minoritaires. Mais j'arrive à l'Université du Manitoba, au secteur de Saint-Boniface, et là, on m'amène dans une réunion de la corporation, je pense que vous devez connaître ça, la corporation catholique de la santé du Manitoba. Et là, il y a des horizons qui se dégagent. Et c'est là-bas que je soumets une première demande de recherche au CRSH qui a duré 5 ans, 2007 à 2013. Donc, là, du point de vue de la santé, la recherche sur les diplômés internationaux en santé, leur intégration dans le système de santé en contexte francophone minoritaire. C'était un financement du CNFS. On avait eu 60 000 $ avec Eric Fork de l'Université de Moncton et d'autres chercheurs. Alors, ça a été une grosse recherche, voyez, et pour laquelle la province de comment on dit ça, Nouveau-Brunswick a donné 20 000 sur les 60 000 qu'on avait eu avec le CNFS. Alors, on a pris beaucoup plus d'hôpitaux là-bas pour un peu arranger les choses. Alors, il y a ce point-là qui m'a mis dans ces problématiques. J'ai commencé à voir comment il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des, j'allais dire, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des infirmières qui viennent immigrants et qui se retrouvent comme chauffeurs de bus, chauffeurs de taxi, et même qui sont dans des centres d'appel. Un médecin. Vous voyez? Alors, ça a été des enjeux très, très difficiles. Comment il faut les intégrer? C'était ça l'objectif de la recherche. On a fait un grand rapport. Si vous allez sur le site du CNFS, on les appelle les 10 diplômés internationaux en santé. Vous pouvez voir ça. Il y a aussi cette idée du rapport entre immigration qui est toujours maintenu et entretenu. Vous voyez, on connaît les chiffres, donc c'est une pression constante. Et puis, les dimensions que j'appelle le dévolu, le désiré, le revendiqué sanitaire du contexte francophone lui-même. Qu'est-ce qu'on peut appeler le dévolu? Ici, c'est comme qu'est-ce qui est à la disposition des communautés francophones minoritaires. Qu'est-ce qu'ils ont? Vous voyez, il y a peut-être, j'allais dire, tout ce qu'on sait comme lois qui ne sont pas toujours solides, des lois non contraignantes sur l'offre des services de santé en français, qui existent dans presque toutes les provinces. On a le Nouveau-Brunswick où c'est un peu plus solide.
En Ontario, on a des services désignés, voyez, des services désignés pour des départements de santé qui doivent servir en français. Donc, il y a le secrétariat, ce qu'on appelle le secrétariat des langues officielles. Ça, ce sont des dispositifs qui sont là, voyez. Et puis, bon, avec la crise de l'hôpital Montfort, on a eu certains organismes, la Société Santé en français. On a eu le CNFS et tous les conseils de santé, les directions régionales de santé dont je parle. Donc ça, ce sont des dispositifs de base, des acquis en quelque sorte, que j'appelle le dévolu. Voyez? Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Il y a les aspirations des communautés francophones en matière de santé, qui est l'offre active des services de santé en français. Voyez, tout ça, qui est même la proximisation, la proximisation des services de santé. Par rapport, parce qu'il y a des recherches, je n'ai pas le temps de tout relater ici, mais tout ça, il y a ces aspirations fondamentales en termes d'organisation, en termes de proximité, en termes d'offre des services de santé en français, en termes d'accessibilité, comme vous le savez, en termes aussi d'information et en termes de disponibilité, parce que ça peut exister, mais si on ne sait pas. Et si on sait aussi, il faut avoir la capacité d'accès. Donc, ça, ce sont des dimensions de ce qu'on aspire, de ce qu'on désire en milieu minoritaire francophone. C'est ça que j'appelle le désir. Mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez? Parce qu'il y a ce qui manque, que j'appelle la dimension qui est celle de ce qu'on veut, qui est revendiquée, mais c'est une dynamique, ça. Parce que les valeurs, les choses changent. Et d'ailleurs, avec la conjoncture migratoire, c'est sûr que les dimensions, les revendications, les désirs des services ou de l'amélioration des services vont toujours monter. Donc, c'est vraiment les trois dimensions. Vous voyez, il y a l'acquis qui est le dévolu, les désirés, ce qu'on veut et sur quoi les choses reposent. Et puis, bien sûr, qui n'est jamais fini, c'est la différence entre ce qu'on a, ce qu'on veut, qui va donner ce qu'il y a à revendiquer. Donc, ça, c'est comment ces trois dimensions reçoivent la pression des enjeux migratoires immigrants. La recherche avec la Corporation catholique de la santé du Manitoba sur l'intégration des médecines complémentaires dans le système conventionnel. Alors, comment ça s'est arrivé? Bien sûr, on voit qu'il y a l'immigration, les nouveaux arrivants et les itinéraires thérapeutiques, c'est-à-dire l'offre des services thérapeutiques face à la demande sanitaire des immigrants. Ce qu'on a en main n'est pas toujours suffisant. Alors, il faut aller prospecter. Quelles sont les médecines complémentaires qui peuvent servir aussi d'options, de sources d'aide face aux souffrances et aux difficultés. Alors ça a été un projet pour lequel j'ai été beaucoup impliqué. Et ce projet-là va m'ouvrir aussi, va me mettre sur le chemin de comment tous les systèmes de santé qu'on a dans l'Ouest, dans presque tout le Canada, jusqu'au Mississippi et même dans les territoires du Nord, c'est l'œuvre des femmes francophones, des infirmières, mais je veux dire les sœurs grises. Vous voyez, on peut tout reprocher aux sœurs grises, mais il y a des dimensions très importantes. Et les hôpitaux, j'ai vu comment l'hôpital général de Saint-Boniface, aujourd'hui qui est anglophone, même ici, vous allez à Miséricordia, vous allez voir les images. Tous les systèmes de santé, à Sudbury, au Nouveau-Brunswick, partout, ce sont des femmes francophones qui sont à la base de tout ça. Mais allez fouiller aujourd'hui dans les archives, il y a une érosion totale. Tout est effacé. Qui peut vous dire que tous les hôpitaux qu'on a ici à Edmonton, que c'est l'œuvre des femmes francophones, de la francophonie. Donc ça m'a ouvert, en tout cas cette recherche avec la Corporation catholique de la santé, ça m'a mis le pied sur ça. Et aujourd'hui, je suis en train d'écrire, j'allais dire un livre que j'appelle Patrimoine canadien de santé au féminin, pour vraiment montrer l'impact que tout ce qu'on a comme système de santé au Canada,
c'est l'œuvre des sœurs grises, c'est-à-dire des femmes francophones, voyez, dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, cette dernière étude, elle visait à élargir, comme je l'ai dit, les itinéraires thérapeutiques du contexte migratoire. Bien, alors j'ai dit qu'il y avait le titre. Le vrai titre, là, c'est « Quête de caractérisation des profils pathologiques ». Vous voyez, on recherche, on veut dresser, vous voyez, dresser un canevas, donner une carte d'identité aux profils pathologiques. Quelles sont les différentes catégories de profils pathologiques que les immigrants offrent ou bien expriment, manifestent, et les itinéraires qu'ils empruntent, c'est-à-dire les voies de recherche de la santé, les sources d'aide face à l'adversité pathologique, aux souffrances, et bien sûr, comme je l'ai dit, quelle implication ça peut avoir, c'est-à-dire l'impact de ça sur l'organisation, sur les services de santé en place, sur les communautés linguistiques officielles en situation minoritaire. Alors, un premier sous-titre, c'est le portrait pathologique infantile. Vous voyez, là, c'est très important. On sait comment les enfants, c'est le devenir, vous voyez, communautaire. Donc, avec la variable orthophonique, ça, c'est ma collègue Andrea, vraiment, qui se centre sur ça. Il y a aussi la portée, les structures d'accueil des immigrants. Quel est leur impact, jusqu'où elles peuvent aller du point de vue des itinéraires thérapeutiques, de la demande sanitaire des immigrants. Ça, c'est très important, c'est aussi un niveau. Et puis, bien sûr, troisième dimension, le portrait de la conjoncture de fin de vie chez les immigrants. Vous voyez, j'avais déjà en 2012 fait une petite recherche sur les aînés, le vieillissement chez les aînés immigrants. Alors ça, c'est très important parce que la plupart de ces gens viennent dans un contexte où ils découvrent ce qu'on appelle les maisons de retraite. Culturellement parlant, ce n'est pas des enjeux, des offres, des sources d'aide pour eux. Vous voyez, parce qu'il y a une certaine filiation, ce qu'on appelle l'enfance, votre descendance qui va être une sorte d'assurance de votre fin de vie. Mais là, on vient dans un contexte, il va y avoir probablement, on entrevoit déjà dans les résultats qu'on a, des dissociations, des dysfonctionnements familiaux qui font qu'on n'a pas des enfants qui sont prêts à garder, à être les assurances de fin de vie. Mais vous allez voir déjà qu'il y en a qui refusent, des aînés qui refusent d'aller dans des maisons de retraite. Et pourtant, c'est la culture. Alors, l'équipe de recherche, il y a moi, il y a Andrea, il y a aussi Nathalie, qui est de l'Université du Manitoba, Mireille Kamé, qui est medical doctor, assistante, elle fait sa thèse avec nous. Moïse Kamba, il était supposé être là ce matin, mais je ne sais pas. Voyez, et puis Denis Vincent, que tout le monde connaît certainement, Lynn Audet, qui a beaucoup travaillé sur les immigrants à Calgary, et puis Michel Dion, et puis on a Béatrice, qui est la coordonnatrice. Alors, qui parle? Bon, je ne veux pas insister, on va aller vite. Je suis ici là, depuis 14 ans. J'ai étudié à l'Université de Montréal, j'ai fait un PhD en anthropologie médicale, après la bioéthique. J'avais déjà fait des études de troisième cycle en sociologie de la santé et la santé publique aussi à l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je signale au passage que c'est mon État qui m'a donné une bourse pour venir me former. Mais quand je finissais, il y avait la guerre civile. Alors, c'est comme ça que, finalement, j'ai dit à Denis, nous, on reste ensemble. Les recherches portent sur les enjeux socio-sanitaires, comme je l'ai dit. La plupart de mes recherches. Il y a, par exemple, la santé des immigrants francophones qui est en cours. Il y a aussi COVID-19 et mutation en action communautaire. Ça, c'est le CRSH pendant la COVID que j'ai fait ça pour les aînés francophones de l'Alberta. C'est un projet qui est fini. Le rapport est prêt. Et puis, le portrait des retombées du programme de formation au baccalauréat bilingue. Ça, comment est-ce que cette étude est venue?
il y avait les Jeux olympiques de, je ne sais plus où, 2014 au Brésil, et je vois une de mes anciennes étudiantes en sciences infirmières qui jouait au curling. J'ai dit, mais comment ça? Elle est supposée être dans un hôpital. Alors, c'est ça qui a amené cette étude qui a été financée par le CNFS. Et ça, le rapport a permis aujourd'hui, je pense qu'on a des étudiantes qui sont en stage au réseau santé maintenant parce qu'il faut un suivi. Bon, il y a beaucoup d'écueils, mais bon, ce n'est pas ça que je présente ici. Mais donc, il y a aussi le profil identitaire de santé mentale des jeunes, les problèmes de l'estime de soi avec le niveau de langage, qui parle comme français de France, qui parle comme le français du Québec, qui parle le joual. Vous voyez, déjà, il y a une pression, une minorisation par rapport à l'anglais, mais à l'intérieur du français, il y a différents niveaux d'hierarchisation. Et ça a un impact sur la santé mentale des jeunes. Bon, il y a eu les nouveaux arrivants, contexte scolaire, et ça m'a permis de dégager aussi comment le dysfonctionnement familial a un impact sur la santé mentale et des enfants et même des parents. L'intégration des diplômés internationaux en santé, dont j'en ai parlé, et puis il y a la quête d'identification des itinéraires thérapeutiques empruntés dans leur demande sanitaire face aux différentes perspectives d'offres des soins de santé en présence dans les milieux. Alors, nous cherchons à mettre en relief le contenu, comme je l'ai dit, le contenu ou curriculum de la pression adaptative sur ce que nous indiquons comme dévolu, désiré et revendiqué. Bon, je suis un peu dans les objectifs là. On veut établir aussi les apports possibles de cette pression sur la formation des intervenants, l'organisation et l'offre des services de santé et, ultimement, l'éventuelle éducation à la santé des immigrants dans le contexte canadien. Voilà. Alors, l'approche, bon, on fait une sorte de relevé analytique de toutes les études qui existent. Bon, dans un autre article, nous appelons ça épistémologie comparée sur les enjeux de santé des immigrants, c'est-à-dire les perspectives de travail, les cadres de travail de beaucoup de chercheurs. Et puis, bon, on a le recours à des banques de données, 3 ici. Et puis, bon, on a des médecins avec nous qui ont leur propre réseau, donc tous les relevés des journaux. Oui. Alors, quels sont les niveaux ou les facteurs qui ont un impact, qui émergent, ce que j'appelle les sphères factorielles, nous appelons les sphères factorielles. Il y a la dimension de la gestion de la maladie. Et ça prend en compte ce qu'on peut appeler le diagnostic principal, le pronostic, et tous les diagnostics supplémentaires, comme la démence, des diagnostics psychiatriques, consommation de drogue, traumatisme, insuffisance d'organes aussi, toxicité, allergie. Les dimensions, les dimensions des traumas dont nous parlons ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de réfugiés et des gens qui ont passé plusieurs années dans des camps de réfugiés. Et leurs enfants qui, au départ, parlaient français, ces enfants-là vont perdre le français dans les camps de réfugiés. Vous voyez, et la communication par la suite devient un peu difficile. Mais en tout cas, on retient qu'il y a la gestion de la maladie. Deuxième dimension, c'est le domaine physique de la maladie, les douleurs, autres symptômes, le niveau de conscience, cognition. On est là ici dans des questions de mémoire, de capacité fonctionnelle, des questions de sécurité, appareils, accessoires, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on est dans des chaises roulantes un peu, ou bien on a ce qu'on pourrait appeler des organes para-organiques, je veux dire des outils para-organiques. L'oreille est un outil organique, l'œil est un outil organique, mais les lunettes, c'est des outils para-organiques.
c'est-à-dire aux outils de la nature, les humains ajoutent leurs outils. Alors, c'est ce qu'on met dans les paras. Donc, il y a la douleur, autres symptômes, le niveau de conscience, toujours. Alors, donc, capacité fonctionnelle, sécurité, appareil, et la question des vieillissements différentiels. Vous voyez, tout ça, des fois, vous allez voir des gens, vous les regardez, ils paraissent, la forme dit c'est jeune, mais l'âge est grand. Et d'autres, vous les voyez vraiment fatigués, mais l'âge est petit. Vous voyez, donc, on parle de l'âge chronologique par rapport à l'âge physiologique. L'âge, les conditions de fonctionnement par rapport à l'âge numérique. Donc, entre les gens, donc les vieillissements différentiels et la question d'abus, d'alcool, tout ça. Il y a la troisième dimension qui est psychologique, la personnalité. La personnalité des gens qui va toujours avec la question de l'estime de soi. Quelles sont les caractéristiques de soi-même? Quelle idée je me fais de moi? Donc, la notion de soi et tout son contenu, sommes-nous fiers de ça ou pas? Donc, toute la question de l'estime de soi qui va avec la personnalité, la force, question du comportement, la motivation. Très important, les questions de motivation. Vous voyez, on arrive dans un nouvel environnement où il y a toute l'adversité des quêtes d'insertion, d'intégration, d'inclusion. On verra bien comment tout ça, ça va être des facteurs j'allais dire, de détérioration de santé. La question de la dépression, de l'anxiété, vous voyez, parce que quand on arrive dans le nouvel environnement, ce qu'on a essayé de dégager comme schéma, c'est que les émotions de joie, ça monte. Vous voyez, vous êtes content, mais petit à petit, ça commence à baisser pour une raison ou l'autre. Et peut-être on dit, oh, vous allez faire un tour dans votre pays d'origine, ça commence à monter. Et vous arrivez là-bas aussi, après 2 semaines, oh, il faut que je retourne au Canada. Parce qu'il y a des choses maintenant, vous ne comprenez pas là-bas, qui vous dérangent, ça baisse. Et si vous revenez encore, ça monte. Donc, il y a toute la question de l'anxiété, de la dépression, qui s'articule sur le temps, disons le rythme des émotions sur le temps. Donc, vous avez l'abscisse du temps et les émotions. Alors, comme je l'ai dit, dès qu'on arrive, les émotions sont au sommet, et après, avec le temps, ça va baisser, et puis ainsi de suite. Donc, les craintes et abandon, ça c'est un point où j'ai un ami qui est retourné. Il est arrivé en hiver, et il n'est jamais sorti de la chambre d'étudiant. Quand il est sorti, il est retourné dans son pays. Parce qu'il regardait dehors, il ne pouvait pas, c'était effrayant. Alors, des fois, on peut jeter l'éponge. Vous voyez, mais tout ça, ça perturbe aussi. Contrôle et dignité, l'autonomie. La question de l'autonomie est très importante. C'est du grec qui veut dire autonomos, c'est-à-dire comment je peux faire mes propres normes. Je peux faire mes choses par moi-même. C'est très, très important. Donc, toute cette dimension psychologique, on l'a pris en compte. Le domaine social, qui est vraiment le domaine des valeurs, des croyances, des habitudes de vie. Vous voyez, les rapports interpersonnels, la gestion des rapports interpersonnels, ça a un impact. Vous voyez, on va parler, par exemple, de discrimination ou de harcèlement. Donc, c'est un nœud qui est très, très important. La question de l'isolement. On connaît les effets de l'isolement. D'ailleurs, dans le projet sur les aînés et la Covid, je traite bien de ça. L'environnement rassurant. Quel environnement? L'environnement du travail ou l'environnement familial? On va voir que l'un des facteurs, des grands facteurs, c'est que avant de venir, on avait des aspirations. Comme tout à l'heure, je disais, le désiré. On avait le désiré. Et on arrive au Canada, la réalité est là. Elle offre des conditions, des choses qui ne sont pas ajustées aux aspirations qu'on avait. Donc, il y a un écart entre les aspirations et leur niveau concret de réalisation. Et cet écart que nous considérons comme le deuil social, il faut gérer ça.
Il y en a qui savent faire face au deuil social, mais d'autres, très difficiles. Et donc, dans cette gestion du deuil social, c'est une source de fragilité des individus et des groupes. Si les sources d'aide face à l'adversité manquent, donc toute la question de l'environnement rassurant, les routines, les questions de ressources financières. Vous voyez, déjà, des entrevues parallèles qu'on a, on a des gens, des divorces. Il y a des gens qui arrivent 1 mois après, ça divorce. 2 mois après, ça divorce. Vous n'êtes pas conscient de ça, mais c'est ça. Alors, et souvent, la question des ressources, de l'argent, est une dimension explicative très forte. Parce que qu'est-ce qui arrive? Un des points que nous relevons, et sur lequel déjà, moi j'ai une publication, c'est qu'il y a ce que nous appelons la précocité sexuelle d'emploi. C'est-à-dire quand le couple arrive, la femme ne cherche pas à travailler forcément dans son expertise. Elle a un souci, l'investissement parental. Qu'est-ce que je dois faire pour soutenir ma famille? Donc, elle attrape, elle est la première à travailler le plus souvent. Pendant que le monsieur, il s'accroche à son expertise de base. Or, c'est difficile de rentrer dedans. D'ailleurs, la recherche, ce que nous avons appelé l'intégration des diplômés internationaux en santé, a démontré bien cela. Donc, qui est à la maison? C'est le mari. Qui va au travail? C'est madame. Maintenant, les fonctions, les rôles domestiques, vous voyez, les rôles à la maison, il y en a qui tiennent à une sorte d'attachement culturel des valeurs. Ah non, chez nous, toi, c'est la femme qui doit faire ça. Alors que la conjonction, ce que nous appelons la contingence du milieu, la contingence migratoire, invite à lâcher du lest, à partager, à participer. Et ce sont des sources de conflits majeurs. Et alors, donc, la question des protections, des aidants nature ou des aidants naturels, cette dimension sociale, elle ressort dans ce que nous appelons les facteurs socio-écologiques. Parce que nous avons établi, je n'ai pas tous les détails ici, nous avons établi que la santé, il y a 15%. 15% génétique, et puis 25% que peut offrir les services de santé. Ça fait déjà combien? 25 et 15, 40. Et vous avez 50% des facteurs socio-écologiques. C'est-à-dire toute la question des statuts. Mariés, employés, chômeurs, vous voyez, les harcèlements, le socio-écologique, c'est 50% d'impact sur la santé. Et puis vous avez le physique, l'environnement physique. Est-ce que c'est hygiénique? Ce n'est pas hygiénique, c'est 10%. Ça fait les 100%. Alors, ça, c'est des choses que la charte d'Ottawa avait déjà mis de l'avant. Il y a un domaine que nous embrassons, le domaine spirituel, qui est le sens des valeurs, les questions existentielles. Quel est le sens qu'on donne à sa vie? Vous voyez, le contexte, le milieu, n'est-il pas déconstructeur de nos ancrages, de nos références, des bases? Est-ce que nos valeurs, nos références ne sont pas mises à l'épreuve? Donc, la question des accompagnateurs spirituels, des rituels, on va voir un peu dans les résultats préliminaires qu'il y a des gens qui vont dans des églises pour rechercher la santé. Le pasteur doit prier, doit donner. Ça, ce sont des volets d'itinéraires thérapeutiques. Il y a le domaine pratique qui est les activités. On parle souvent du sport. Est-ce qu'on fait du sport? Bon, on va voir que le diabète, il y a beaucoup de pathologies qui surgissent et par manque d'activité physique. Quelles sont les personnes à charge? Si vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas le travail et que vous avez déjà des personnes à aider, ça met la pression, ça joue même sur le mental. Mais l'anxiété, accès aux commodités, quelles sont ces commodités? L'offre du milieu. Alors les facteurs aussi, le niveau ici, cette sphère de causalité, le facteur limitant l'accès aux services de santé, des barrières linguistiques. On a beaucoup de fichiers, clichés, des preuves, barrières linguistiques et culturelles. D'ailleurs, cette étude-là
pendant longtemps, Denis Vincent et moi, parce qu'il a vécu des cas dont il me parlait. Alors, ça nourrit aussi cette recherche. Surtout, il a été traumatisé par le décès d'une femme, vous voyez, qu'il avait envoyée dans un service en ville. Et pour des problèmes de langue, la dame n'a pas bien compris les choses. Elle est restée à la maison. Pendant 2 mois, le cancer s'est aggravé. Au lieu de réagir, elle ne voulait pas déranger. Non, on ne veut pas déranger. Vous voyez, devant vos droits et devoirs. Alors donc, les barrières linguistiques, ce sont des facteurs majeurs. La conception différente de la santé, vous voyez, ça c'est très important. Comment est-ce qu'on voit la santé? Même le corps humain, tout repose sur le corps humain, la conception du corps humain. Vous voyez, là j'ai une publication où l'OMS avait par exemple distribué ce qu'on appelle le sel de réhydratation orale dans la plupart des pays africains. Mais ça a été un échec. Les familles n'utilisaient pas ça, les femmes n'utilisaient pas ça. Quand il y a les maladies diarrhéiques infantiles. Pourquoi? Parce qu'on dit non. Ah oui, l'OMS a distribué le sel, l'eau salée, ce qu'on appelle le sel de réhydratation orale. Ça s'appelle SRO. Ils ont distribué ça dans tous les pays africains. Oui, SRO, sel de réhydratation orale. C'est pour les maladies diarrhéiques infantiles, quand les enfants ont des maladies à base de diarrhée. Mais les gens ne donnaient pas l'eau parce qu'on voit le corps en tuyau. C'est une conception hydraulique du corps humain. Donc, on dit qu'il y a déjà un écoulement. Si on donne de l'eau, les peu de particules qui restent, ça va être vidé. Donc, on ne donne pas. On préfère donner d'autres stratégies alors qu'il s'agit d'une hydratation. Donc, la conception qu'on a sur le corps humain peut déterminer les actes thérapeutiques, la réaction à avoir. C'est pour ça que nous disons sens-action, un signe sens-action. Alors, il y a la question de, ici, ce qui limite l'accès, l'offre, la disponibilité, l'information, l'accessibilité dont nous avons parlé. Alors, qu'est-ce que nous avons dégagé pour le moment? Les immigrants arrivés récemment au Canada ont un état de santé positif par rapport aux non-immigrants canadiens. Alors, cette santé se détériore au fur et à mesure que l'immigrant réside longtemps au Canada, à travers un mode de vie d'adhésion aux nouvelles habitudes de vie. C'est-à-dire on veut faire comme ce qui se passe là, en termes d'alimentaire, voyez, surtout, et puis suivant les offres de possibilités du milieu canadien. C'est-à-dire, quelle est l'offre du milieu en termes alimentaires, en termes d'activité, en termes de plaisir, en termes, voyez, l'offre du milieu, c'est là, ça fait face toujours aux capacités des gens, aux expertises des gens. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, qui est ressorti déjà. Tout cela est en rapport avec le statut socio-économique. Voilà, parce que si vous n'avez rien, si vous ne travaillez pas, vous êtes chômeur, vous ne pouvez pas accéder à certains services, vous ne pouvez pas avoir certaines habitudes. Voyez. Donc, statut socio-économique doublé d'exigences, oui, l'exigence d'insertion, d'intégration, d'adaptation, ou même, j'allais dire, d'insertion, vous voyez, d'adaptation, vous voyez, difficile à satisfaire le plus souvent. Combien de gens ont des problèmes d'intégration, d'inclusion, d'adaptation, d'insertion, d'intégration? Il y en a qui ont cette part de débrouillardise, des capacités à composer avec les exigences du contexte nouveau. La santé mentale et les maladies chroniques, voilà ce qui se dégage déjà. Voyez? Bon, la question du diabète, de l'obésité, des maladies infectieuses comme la tuberculose, l'hépatite, le VIH-Sida, des maladies qu'on appelle musculo-squelettiques. Ça, c'est très populaire. Et moi qui vous parle là, Paul est au courant de ça. Ça, c'est pour moi, ça. Les maladies musculo-squelettiques. Oui? Est-ce que ça signifie que s'ils étaient demeurés dans leur pays, ils n'auraient pas ça?
Ici, on parle en termes, c'est une excellente question. Tout est toujours en termes de prédominance. Vous savez, quand j'ai commencé mes études à Montréal, j'étais étonné qu'en anthropologie médicale, tout était formation en santé mentale. Quand j'étais en Afrique, l'anthropologie médicale, la santé publique, c'était les questions d'hygiène, les pathologies hygiéniques. Mais cela ne veut pas dire que les problèmes de santé mentale n'existent pas là-bas. Mais qu'est-ce qui est prédominant? Et quand j'arrive ici, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'hygiène. Mais qu'est-ce qui est prédominant? Donc, le contexte social, le milieu de vie, donne une prédominance, donne des marqueurs par rapport à certaines variables. C'est ça, c'est pour ça que on découvre ici les maladies musculo-squelettiques. C'est très rare dans la plupart de certains pays tropicaux, très rare. Voyez? Et moi, même ici, pour le courant, on m'a fait 2018, on m'a fait plus de 120 flacons de sang. On n'arrive pas. Quand les douleurs viennent, vous ne comprenez pas. Mais ça fait 30 ans que je suis ici. J'étais arrivé avec tous mes cheveux et tout est parti. Voyez? Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment là, le temps va jouer. Alors, donc, c'est toute la question des muscles, des os, des articulations. Et d'ailleurs, je suis devenu, peut-être que ceux qui fabriquent les 10 drops, ils devraient me payer. Parce que j'ai contaminé tous les Africains que je connais. Parce qu'on a des problèmes de vitamine D après longtemps ici. Parce que là-bas, le soleil dans lequel on est né, il est fort. Et le soleil fabrique la vitamine D chaque jour. Vous voyez? Mais quand on arrive ici, on ne comprend pas. Un jour, c'est la médecin ici, en 2012, parce que j'avais un état bizarre, et elle dit, je viens de découvrir quelque chose. Ton taux de vitamine D, là, c'est très bas. Il faut prendre. Je dis, moi, je ne prends pas de médicaments. J'ai dit, il faut prendre. Bon, bref. Quand j'ai fini, bon, au début, c'était difficile. Alors, elle dit, on commence pour bébé. J'ai commencé pendant 2 mois pour bébé. Et après, on est rentré dans les 1000 adultes. Mais j'étais tellement bien. Et les signes que j'avais, les symptômes que j'avais, j'ai des amis à Ottawa, ils m'appellent. Oh, on m'a donné 6 mois de congé de maladie. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, c'est ça, c'est ça. Je dis, non, va à la pharmacie, achète Vitamin D. 10 drops. Mais ça, ce sont des problèmes que beaucoup d'Africains, on n'est même pas conscient de ça. Donc vraiment, c'est des éléments. Cette étude-là me permet de vraiment en tout cas, de comprendre beaucoup de choses. Donc les questions des ligaments, des tendons, d'autres tissus connexes, par exemple, font partie des états de morbidité que ces immigrants développent. OK, on me donne encore 5 minutes. Oui, parce que je dois être généreux pour qu'on discute un peu. Alors, une cause qui fédère, c'est-à-dire la cause des causes en quelque sorte, c'est ce que je vous ai dit, c'est le stress négatif qui surgit de la gestion de l'écart entre les aspirations ou attentes pré-migratoires et ce que la réalité post-migratoire offre. Ça génère un stress qui est multi-affectant. Vous voyez, multi-affectant, un stress négatif. Parce qu'on a besoin de stress pour vivre. Donc, c'est vraiment ça. Alors, cet écart est entendu, comme je le disais au début, comme le deuil social auquel la personne immigrante doit faire face. Entre ce que je veux et ce qui se présente, on n'est jamais ajusté à ses aspirations. Non seulement au plan individuel, mais aucune société n'est jamais ajustée totalement à ses projets. Il y a toujours un écart entre les projets et leur niveau concret de réalisation. Et c'est la gestion, comment on fait face à ce deuil-là. C'est là que les différences entre les individus et les groupes apparaissent. Il y en a qui sont capables de créer de nouveaux projets pour remplacer le deuil. D'autres qui disent, je ne suis pas capable, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et tout ça, on a besoin de sources d'aide face à l'adversité. Donc, de ce qui précède découlent les dysfonctionnements familiaux
aux conséquences ou méfaits de tous ordres. C'est ça qu'on découvre. Les liens conjugaux pathogéniques, on va parler de ma famille dysfonctionnelle, si vous voulez, les liens familiaux avec inversion d'autorité, c'est-à-dire ici, ce sont les enfants qui, le père, l'autorité du père n'est plus là. Une inversion. D'ailleurs, du point de vue de l'utilisation, ça ressort déjà dans des entrevues isolées, dans l'utilisation des technologies. Les enfants, ils maîtrisent ça. Et donc, ils deviennent comme les nouveaux éducateurs des propres parents. Être immigrant et francophone, ça limite l'accès aux services de santé pour des raisons linguistiques d'abord, et puis l'offre rare de certains services spécialisés de santé correspondant à leurs demandes sanitaires. Alors cela implique une prise en charge moindre de leurs problèmes de santé, et quand on ne règle pas un problème de santé, il s'accumule, il devient chronique. Donc tous les processus de chronicisation pathogénique, c'est un processus cumulatif d'aggravation, voire de chronicisation de certains états pathologiques, les sources adéquates faisant défaut, les sources d'aide. Alors les barrières linguistiques et la plupart des difficultés d'accès aux soins de santé qui découlent constituent les principaux facteurs qui perpétuent les inégalités sociales. Ça, c'est eux, certains des immigrants maintenant, parce que ils pensent que les immigrants anglophones n'ont pas autant de problèmes qu'ils ont. Donc, les inégalités de santé entre. Beaucoup d'immigrants sont en quête de ressources de santé homo-ethniques. Alors ici, on touche la question des itinéraires thérapeutiques. On cherche des gens de son origine, les médecins, vous voyez, c'est ça, l'homo-ethnicité, de même origine, ça vient contraindre les itinéraires thérapeutiques. C'est un facteur très, très fort. Et santé homo-ethnique. En d'autres termes, ils vont à la recherche des personnes thérapeutiques de même origine. Et c'est ici aussi maintenant que les églises évangéliques entrent en jeu. Il y en a qui vont dans ces coins-là. Alors, dans l'ensemble, on retient pour le moment que les services de santé fournissent un effort louable pour répondre aux besoins des diverses populations, y compris les immigrants. Alors, il y avait une question fondamentale. J'ai dit, est-ce qu'il y a convergence, les enjeux de santé des immigrants et ceux locaux, est-ce qu'il y a convergence ou inversion, ou contradiction? Donc, insertion professionnelle des médecins, ça c'est des sources de pression. Nouvelles pathologies émergentes, ce sont des sources de pression, parce que moi, personnellement, j'ai eu, quand j'étais étudiant, 2 amis africains qui sont morts de la malaria, parce qu'on n'a jamais pu identifier. Il n'y avait pas les personnes, les ressources médicales équipées pour ça. Alors, quête d'itinéraire thérapeutique homo-ethnique, comme on l'a dit, ignorance fonctionnelle du système de santé canadien, voyez, et aussi des problèmes de langue, obstacles culturels en matière de droits et devoirs. Je vous parlais de cette malheureuse malade du docteur Denis, qui, je ne veux pas déranger. Non, allez-y, on devait vous appeler, on ne vous a pas appelé. Il faut demander. Non. Et bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure vers des nouvelles pathologies émergentes, ajoutant des nouvelles pressions, les enjeux de santé des immigrants, sur le dévolu, le désiré, ça renforce et impose un nouveau curriculum en termes de formation du personnel, en termes d'organisation des services. Ce qu'on a fait au Manitoba, c'est que vous avez le centre de santé Manitoba, qui est comme l'entrée en matière, le préalable avant d'aller à l'hôpital général de Saint-Boniface. Vous voyez, ça c'est très important. Alors, non seulement le dévolu, le désiré, ça s'impose comme devant évoluer, parce qu'on n'est jamais satisfait des acquis. Et donc, mais qu'est-ce qu'il y a encore à évoluer? C'est ce qu'on veut. Parce que tout évolue, les technologies évoluent, et les nouvelles pathologies dont je parle, ça apparaît. Et comment faire face? Moi, personnellement, je prends mon cas parce que c'est tellement typique. En 2018, on m'a fait 3 traitements à l'aveugle, l'hôpital de l'université, parce qu'on ne sait pas. On soigne les symptômes jusque par coïncidence. Le 3e traitement a donné, mais bon. Donc, ça met la pression.
Donc voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup.